vis-à-vis de mon voisin, et puis c'est aussi parce que nous sommes actionnaires aussi d'Héricourt. Donc je trouvais que c'était joli, je l'ai laissé comme ça. Alors, je me suis un peu amusé à mettre un titre, évidemment, un petit peu en réponse à celui que vous avez donné tout à l'heure pour votre intervention. Et vous voyez, je crois beaucoup au local, au territorial et aux coopérations. Mais je crois aussi que l'humanité ne doit pas renoncer à mettre en place des systèmes d'échange, de solidarité entre ces différentes parties. Et du coup, et c'est sans doute une différence, je suis moins pessimiste sur sa capacité à pouvoir gérer une monnaie internationale qui éviterait les crises majeures. Voilà. Alors je vais essayer, évidemment, parce que ça n'est jamais qu'une conviction. Encore faut-il expliquer pourquoi je dis ça. Et à partir de quoi je dis ça. Donc j'ai écrit maîtriser les risques en global et en local, c'est possible. Je crois que c'est possible, à certaines conditions. Alors d'abord, il y a une chose que je voudrais juste préciser, c'est qu'il y a des gens dont le métier est le risque. On croit que leur métier c'est l'argent, mais en fait leur métier c'est le risque, c'est les banquiers. Donc c'est un métier que je fais quand même depuis plus de 30 ans maintenant, je le connais un petit peu, et je veux simplement vous dire que tout le monde prend des risques. Vous êtes chef d'entreprise, vous prenez des risques. Mais vous savez très bien que quand vous faites crédit à quelqu'un, vous prenez un risque important. Et parfois d'ailleurs, vous regrettez de l'avoir pris. Ben, imaginez que le métier de banquier, c'est passer son temps à ne faire que ça, et en plus sur des durées qui peuvent aller 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans. Donc il est évident que si une banque arrive à survivre, c'est parce qu'elle a su, face à ces risques, les apprécier avec suffisamment de professionnalisme pour qu'il y ait moins de situations qui se cassent la figure que de situations gagnantes. À ce titre-là, d'ailleurs, le capital risqueur est exactement dans la même situation, et quelqu'un qui intervient en mode bilan connaît aussi parfaitement cette question. On est obligé dans nos métiers de toujours penser dans l'avenir. C'est pour ça que je vous dis le métier du risque, c'est le métier de banquier. Alors, je vous dis maîtriser les risques en global et en local, c'est possible à certaines conditions. Je vais commenter ça à travers deux têtes de chapitre. D'abord, la première condition, c'est une régulation, en particulier bancaire, qui soit efficace, ce qui est très difficile. Et là, je le dis tout de suite, je ne pense pas que nous soyons partis en ce moment pour mettre en place une régulation efficace. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, le deuxième chapitre aussi, à certaines conditions, mais à condition qu'il y ait plus de bon sens et de pragmatisme dans l'approche du risque et dans le métier. Donc voilà les deux sujets que je voulais vous commenter. Alors je commence tout de suite par un transparent ici. C'est un peu une forme de provocation. Parce qu'on parle beaucoup, évidemment, des épouvantables risques financiers que les banquiers ont provoqués et qui ont entraîné une situation économique déplorable. Donc, disons-le clairement, vous n'allez pas me le dire en face, mais tout le monde pense que quand même les banquiers, ils en ont fait beaucoup, et c'est quand même à cause d'eux qu'on est dans cette situation. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas la vérité quand même. Voilà. Alors peut-être ma réponse ne fait pas plaisir, que vous allez dire c'est un banquier, c'est normal qu'ils disent ça, mais je vais essayer de l'expliquer quand même. D'abord, on regarde les plus graves crises qu'il y a eu depuis le début de ce siècle. On l'a un petit peu oublié, mais en fait au tout début, il y a eu l'explosion de la bulle Internet, vous vous rappelez ? Il y a eu des milliers de milliards évaporés en 2 ans. Là. C'est-à-dire, si vous regardez les cours de bourse, l'effondrement des valeurs représente des sommes absolument colossales. Il y a eu la crise des subprimes, qu'on met sur le dos des banquiers. On a un petit peu raison, mais pas tout à fait. Je vais l'expliquer. Et puis il y a la crise de la dette publique, celle qu'on vit aujourd'hui. Ça vous va, ces 3 crises-là ? On peut en trouver d'autres aussi. Il y a eu une crise obligataire qui est passée par là, mais en fait, disons que les 3 principales, c'est celles-là, c'est celles qui ont marqué les esprits, et puis c'est celles qu'on reproche facilement aux banques. Alors, si on les prend une à une rapidement quand même, hein, et c'est le deuxième point, quelle crise aurait pu être évitée, comment ? Si on prend la première à la bulle Internet, ben écoutez, les arbres n'atteignent pas le ciel. Il y a des gens, sans doute ici, moi j'en fais partie, qui pensaient que les promesses d'Internet étaient telles que finalement la valorisation des sociétés à des niveaux extrêmement élevés était justifiée. Il aurait fallu se poser un peu et réfléchir un petit peu au modèle économique et s'apercevoir qu'en effet c'était insensé.
et que le monde n'allait pas d'un seul coup devenir entièrement Internet. Et Dieu sait que je suis un adepte d'Internet. Mais évidemment, il ne fera pas, les arbres ne montent pas au ciel, il ne pouvait pas tout révolutionner en quelques années. Je vous fais d'ailleurs remarquer qu'aujourd'hui, la valorisation d'Apple, la valorisation des majors d'Internet est extraordinairement élevée, alors que les modèles économiques n'ont pas encore prouvé que ça gagnait de l'argent. J'ai tort de le dire avec Apple, parce qu'Apple a gagné de l'argent avec son matériel, mais on peut le dire pour Google. On peut le dire pour Facebook. Vous avez vu cette entrée en bourse il y a quelque temps qui a été complètement surprenante, avec des niveaux de valorisation qui n'ont pas été achetés par le marché. Donc on se pose des questions aussi. Donc voilà, le début sur la bulle Internet. Bon, ben moi je vois surtout un peu de folie des investisseurs, de tout le monde, qui a cru que c'était le nouvel Eldorado. Les subprimes. Alors les subprimes, qu'est-ce que c'est que les subprimes? Tout le monde a vu la face bancaire des subprimes. C'est de celle-là qu'on a le plus parlé. C'est-à-dire on s'est mis à distribuer dans le monde entier des morceaux de crédit, à les acheter, à les vendre, à les coter dans des conditions qui n'étaient pas professionnelles. On a complètement sous-apprécié le risque qu'ils pouvaient comporter. Tout ça, c'est vrai. Mais le véritable problème des subprimes, la vraie crise des subprimes, ce sont des gens qui n'étaient d'ailleurs pas des banquiers, aux États-Unis, des prescripteurs, qui se sont mis à prêter de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas rembourser, en se disant qu'après tout, puisque les biens allaient se valoriser, ils pourraient revendre plus cher qu'ils avaient acheté et donc rembourser leur crédit. Et ça marchait. Ça marche très bien. Tant que les prix de l'immobilier montent, ça marche. Et on a vu des gens acheter un appartement de 2 pièces, le revendre, en acheter un de 4, le revendre, en acheter un de 6, le revendre, acheter une maison, et ça marchait. Jusqu'au jour où les prix de l'immobilier ont commencé à baisser, et là tout s'est cassé la figure. Mais ce n'est pas des banquiers même qui ont prêté cet argent, parce qu'aux États-Unis, les banques prêtent peu à l'immobilier. Ce sont beaucoup d'intermédiaires. C'est l'équivalent chez nous de meilleurtaux.com, etc. Vous voyez, des prescripteurs qui vous mettent en relation avec une banque, mais qui, eux, ne sont pas engagés sur la durée. On ne va pas enlever la responsabilité des banques américaines, qui, elles, ont racheté ces crédits tout de suite alors que c'était chez elles, et puis qui, après, les ont vendus par la titrisation aux banques du monde entier, et notamment aux banques européennes. Jamais en Europe on a fait ça. Voilà. Donc c'est une explication sur ce risque, c'est simplement pour dire, on a dit que c'est des banquiers, mais en fait, à l'origine du problème, il y a des gens à qui on a prêté, à qui on n'aurait jamais dû prêter, puisqu'il n'y avait pas les moyens de rembourser, et c'est une faute professionnelle qui concerne d'ailleurs les États-Unis, j'y reviendrai. Et puis la dette publique. Alors on a dit, qu'est-ce que vous avez prêté à la Grèce? Les banquiers. Qu'est-ce que vous avez prêté à l'Espagne et à l'Italie? Mais enfin, autant que je sache, quand on prête, c'est que les États empruntent, et les États empruntent, il faut un budget. C'est un petit peu facile de dire, attendez, vous avez prêté à l'Espagne, mais est-ce que ce n'était pas l'Espagne de faire un budget qui tenait à route? Et est-ce que l'Espagne ne pouvait pas voir que l'immobilier était en train de prendre une proportion si considérable qu'on construisait 3 fois plus de logements que le besoin du pays? On peut le voir ça quand même. Moi, je suis président d'une banque en Espagne, puisque c'est Bancoa. Je peux vous dire qu'à Bancoa, on n'est pas rentré là-dedans, tout simplement parce qu'en 2005, on a rencontré la Banque d'Espagne qui nous a dit l'immobilier nous inquiète, et on a dit on s'assoit, expliquez-nous. On le savait. Voilà. Donc l'Espagne aussi a dérapé parce que le pays n'a pas pris les décisions qu'il fallait pour éviter cette... Alors je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que dans les subprimes et dans la dette publique en particulier, les banques n'ont aucune responsabilité. Mais enfin, on voit bien quand même que c'est un monde qui dépasse largement la banque, qui se laisse emballer par des miroirs aux alouettes, et finalement les banquiers ont suivi comme les autres ont suivi. Voilà. Alors après, est-ce que ces crises auraient pu être évitées? Sans doute, toutes. Comment? En raisonnant comme je viens de le faire, mais avant. Voilà. Alors du coup, quand on attaque sur ce sujet, j'ai l'habitude de poser la troisième question qui est là. Et je vous la pose. Écoutez, c'est très bien, puisqu'on aurait dû l'éviter, et bien tout de suite, annonçons quelle sera la prochaine crise. Puisqu'une fois qu'elle est passée, c'est évident pour tout le monde que ce sont des imbéciles qui n'ont pas vu venir. Donc avant qu'elle arrive, disons laquelle on doit éviter. Laquelle on doit éviter. Et vous voyez que c'est beaucoup plus difficile. C'est très difficile. Je ne veux pas être trop long, mais juste une expérience personnelle. Moi ici, sur cette région, sur Pyrénées-Gascogne, on est sur le Gers, les Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques, et notamment sur le Pays Basque, j'ai pensé, et je prends un témoin d'ailleurs Jean-François Tambourin, qui est dans les comités des prêts avec moi, le nombre de fois où il m'a entendu dire l'immobilier va se retourner.
Je voulais arrêter les financements immobiliers, rappelez-vous, à partir de 2008, 2007 même avant la crise. J'ai dit, c'est pas possible que les prix montent aussi vite. Alors je vous ai sorti des courbes, Frigid, il y a des gens qui démontrent que sur la durée, depuis plus de 150 ans, c'est mesuré, jamais, 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 on avait vu un prix de l'immobilier qui soit aussi élevé par rapport aux revenus des gens. Jamais. On est sur un niveau qui n'a jamais été atteint. Et il démontre que chaque fois que le niveau est devenu élevé, il y a eu une correction qui est intervenue dans les 5 ans. Donc il fallait arrêter l'immobilier. Donc j'ai essayé d'ailleurs. Hein. Les équipes n'ont pas suivi, vous vous rappelez, ils arrivaient toujours avec des dossiers, celui-là est quand même bon, celui-là est quand même bon. Alors vous êtes obligé d'écouter. Donc j'ai écouté. Et donc, j'ai continué à financer l'immobilier. Quand je dis je, c'est nous. Hein. On a continué à financer l'immobilier, et chaque fois je souriais en disant, bon, on ne fait passer que des dossiers, regardez quand même, etc. Et finalement, on n'a pas eu tort, puisque ça n'a pas explosé. Alors si je vous rapporte ça, c'est pour vous dire la difficulté du métier. Imaginez que j'ai été beaucoup plus violent et que nous ayons arrêté complètement les financements immobiliers en 2006, 2007, 2008. Regardez de quoi on se privait en matière d'activité. Et regardez aussi de quoi on privait le territoire. Puisque si un acteur comme nous, qui fait plus de la moitié du marché, commence à dire j'arrête, vous voyez le truc. Bon, je vous disais juste ça pour dire c'est quand même bon sang de la modestie. C'est-à-dire, le métier est difficile, et personne ne peut dire moi je comprends parfaitement, je ne me suis jamais trompé, etc. C'est très dur. Bien. On devait d'ailleurs acheter aussi une banque en Espagne il y a peu de temps. On a arrêté l'opération, ça n'a pas été très bien compris. Mais pourquoi? Parce qu'on a senti qu'en Espagne, il commençait à y avoir une crise qui devenait plus grave que prévu, ce qui est vrai. Mais peut-être que finalement, on aurait quand même passé la bourrasque. Voilà, je ne crois pas, hein. Je pense qu'on a bien fait. Mais peut-être on aura tort. C'est ça quand même le métier. Mais ça, pardon, ce n'est pas spécifique à la banque. Dans ces opérations-là, chacun et chacune de vous, vous le vivez. C'est-à-dire, à des moments, on fait des choix, on les arrête, on les fait quand même. Alors du coup, c'est la dernière question, voilà, ça reste en blanc. Alors moi j'ai l'habitude de regarder un petit peu sur Internet, je m'amuse, je vais regarder la prochaine crise, faites-le sur Google. Et vous verrez qu'en ce moment, il y a des gens qui pensent que les banques chinoises vont s'effondrer. Il y a des gens qui pensent que tout l'immobilier asiatique va s'effondrer. Il est beaucoup trop cher. Il y en a certains qui pensent que la Chine, comme elle l'a déjà fait dans son histoire, après avoir pendant un temps laissé rentrer les capitaux, hein, que fleurissent 1000 fleurs, disait Mao, puis après derrière, paf, c'est la répression, et bien, comme elle est quand même communiste, d'un seul coup, elle va tout renationaliser. Vous me direz, même les communistes ne nationalisent pas. Enfin, il y a des gens qui ne sont même pas communistes et qui parlent de nationaliser quand même. Donc si ça peut... Non mais attendez, si on en parle chez nous, imaginez chez les Chinois. D'ailleurs, si vous prenez le gouvernement français, vous voyez à peu près tous les dirigeants, vous prenez Fillon, Copé, vous prenez Hollande, bien sûr, vous voyez à peu près d'où ils viennent, Mélenchon, vous voyez quel est le courant de pensée, vous voyez qu'est-ce qu'ils représentent. En Chine, où les Européens veulent investir tous maintenant, on sait ce qu'ils représentent autour de la table. Vous savez quelles sont les sensibilités qui sont là? Sont des progressistes, sont des conservateurs, sont des démocrates. Et regardez le risque. Vous voyez? Donc si ça pète demain, vous direz, tiens, ben Philippe, il l'avait dit que ça risquait de péter là-bas. Mais je ne souhaite pas que ça pète. Mais en attendant, ça sera une crise énorme pour tous les gens qui ont investi en Chine. Voilà. Nous, on a eu peur, on n'a pas investi en Chine, on est allé investir en Grèce. Tout le monde dit, oui, vous êtes fous. Et bien c'est parce qu'on pensait qu'il y avait plus de risques, beaucoup plus de risques en Chine qu'en Grèce. Voilà le problème du risque. Modestie, humilité, parce que c'est difficile. Voilà, donc, bon, vous pourrez prendre d'autres exemples, je passe à la suite. Hop, je vais me dépêcher un peu plus, je vais vous promettre de ne pas tout lire. Ce slide, je l'avais écrit pour dire, la finance a besoin de régulation, bien sûr. Surtout, je ne dis pas qu'il ne faut pas de régulation, il faut de la régulation. Il faut de la régulation, alors pourquoi? Il ne faut pas oublier quand même que toute la mondialisation qui s'est accélérée ces dernières années, et la rapidité, mais vous l'avez dit, de la technologie d'information, tout ça, toute la croissance des marchés, et je ne parle pas que des marchés financiers, je parle de tous les marchés sur la vie économique, hein, il y a le marché du pétrole, il y a les matières premières et tout ça. Ben, tout ça fait que la finance qui permet les échanges, elle a été, surtout depuis 10 ans, soumise à des pressions colossales. C'est-à-dire d'un seul coup, alors qu'il y avait 80%, 90% de l'activité qui se faisait sur un territoire national avec une monnaie donnée, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec, pas inversé, mais presque. Les échanges mondiaux se sont multipliés. Donc tout ça, ça complique beaucoup. Ça exerce vraiment sur le système monétaire une pression colossale. À cette pression, les professionnels auraient pu et auraient dû sans doute mieux résister.
Mais il n'empêche qu'on peut au moins leur dire, mais c'est vrai que vous avez été les premiers à vous retrouver les plus concernés par cette évolution. Et deuxième chose que j'ai voulu mettre là, c'est que oui, les banques ont fait des bêtises. Donc elles ont subi des pressions très fortes, elles auraient pu y résister mieux, et elles ont fait des âneries. Les crédits subprimes, je vous l'ai dit, ça n'aurait jamais dû exister. On a fait des produits structurés complexes. On peut de temps en temps quand même se donner un petit peu de gloriole. Mais non, mais dire clairement qu'ici, sur le territoire, ici, il y a eu quelques municipalités, y compris d'ailleurs dans le Pays Basque intérieur, qui ont acheté des crédits complexes, mais jamais prêtés par le Crédit Agricole. Parce que nous, on a dit ça, on ne veut pas le faire. Alors les crédits complexes, vous savez, c'est quand vous prêtez à une collectivité, oui, le taux d'intérêt est à 3,5, mais je vais vous faire un prêt dans lequel vous aurez une option de change avec le franc suisse. Et donc regardez, aujourd'hui, au lieu d'avoir du 3,5, ça vous fait du 2. C'est vachement mieux. Seulement, on n'avait pas prévu que l'euro pouvait se casser la gueule par rapport au franc suisse et que du jour au lendemain, le 2 devenait 8. Voilà. Et donc, il y a en ce moment quelques procès, y compris avec des filiales du Crédit Agricole, donc je ne fais pas le malin, mais je fais simplement remarquer qu'en Pyrénées-Gascogne, nous avons toujours refusé de distribuer ces crédits, donc vous n'en entendez pas parler, mais dans d'autres régions, on en parle beaucoup. Voilà. Et puis, les banques n'auraient jamais dû spéculer sur leur propre compte, c'est évident aussi, donc tout ça, c'est des bêtises, ça prouve bien qu'il y a besoin d'une régulation. Encore faut-il que cette régulation soit efficace. Parce que, vous voyez, c'est ce que j'ai marqué en bas, et je vais vous le commenter à travers ce transparent. Le régulateur, celui qui établit les règles, le régulateur, celui qui établit les règles, il les établit en fonction des risques passés. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne regarde pas le risque chinois. Parce que le risque chinois, il n'est jamais né. Donc quand on est contrôlé, ils viennent revoir les risques immobiliers. Puisque c'est ceux qui préoccupent l'Europe aujourd'hui. Ils viennent regarder combien on a de dettes publiques. Parce qu'il y a une crise de la dette publique. Donc on regarde les risques d'hier. Et on va réguler en fonction des risques d'hier. Et puis en fonction des peurs d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas dans l'opinion publique une telle frousse vis-à-vis du système financier, si on n'avait pas montré le système financier comme étant la bête à abattre, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un bouc émissaire, et c'est évident que les pays n'ayant pas géré leurs dettes, s'il y a un problème, ça peut être que la faute des banquiers. Ça a toujours été ça dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu un gouvernant qui dit c'est peut-être moi qui ai dérapé. Les gouvernants ont toujours raison. Le souverain a toujours raison. Et si ça tourne vraiment mal, d'ailleurs, dans l'histoire, ils virent les banquiers. Ou on les brûle, ou on les vire. Voilà. C'est à l'origine de beaucoup de persécutions en Europe. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il ne faut quand même pas l'oublier. Donc c'est comme ça. Et donc les peurs d'aujourd'hui commandent aussi la régulation. C'est-à-dire on va prendre des mesures de régulation, non pas parce qu'elles sont nécessaires, mais pour rassurer les gens. Et ça, vous le vivez quand il y a un pépin, tout à coup on met de loi. Parce que les gens n'acceptent plus qu'il puisse y avoir un accident. Alors on va mettre une loi. On le fait sur l'alimentaire et on prend des mesures excessives. Tout à l'heure, vous parliez de la grippe. Moi, j'ai stocké dans les caves de la caisse régionale 66 000 masques que je vais être obligé de passer à perte parce qu'on avait peur de la grippe. Mais oui, et rappelez-vous les vaccins. Mais vous croyez que c'est parce qu'on avait vraiment peur d'une épidémie? Pas du tout. C'est parce qu'on avait peur de l'opinion publique. Parce que le jour où il y a un pépin, les gouvernants maintenant se font ramasser. On a décidé de les mettre devant les tribunaux. Donc ils voient ça, maintenant ils ont peur. Comment ils se protègent? Ils se protègent en surrégulant. C'est pour ça que j'ai écrit les risques passés et les peurs d'aujourd'hui commandent la régulation, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Alors ici vous avez un graphe que j'ai découvert en Pays Basque. C'est une intervention que j'ai suivie à Saint-Sébastien, organisée par l'Estia. Voilà, c'est quelque chose qui est formidable, qui est... comment ça s'appelle déjà, Projectique, avec des universitaires du monde entier. Donc il y avait un certain Richard Owen, qui est un anglais. Il a présenté cette courbe, elle était beaucoup plus jolie que la mienne, là, mais en fait, je trouvais que c'était extrêmement pertinent, donc je vous la rapporte. Vous voyez en vert à gauche, c'est les inventions, les découvertes, les recherches médicales. Vous voyez, on trouve quelque chose, une nouvelle molécule. Voilà. Donc ça, c'est une affaire de scientifiques. Chez nous, dans la banque, ça existe aussi. C'est l'affaire des fameux calculs des mathématiciens. C'est ce qu'ont fait les polytechniciens qui ont débarqué dans la banque à grande masse. Ce sont des chercheurs. Et les types, ils se mettent à faire des modèles et ils travaillent. Puis après, vous avez en bleu l'usage. Ça vient après. C'est-à-dire entre le moment où on fait une découverte et le moment où elle impacte vraiment nos vies, vous avez un délai. Voilà. Donc l'usage vient après. Et vous voyez que la régulation, les règles, n'arrivent qu'encore après. Mais vous le savez bien, c'est pour ça qu'on n'est pas encore arrivé à légiférer sur les OGM, on n'est pas arrivé à légiférer
sur un certain nombre de produits ou même de règles environnementales. Pourquoi ? Parce que, par exemple, prenons les OGM, les scientifiques, ces verts, ils découvrent qu'on peut faire de la manipulation génétique. Ah, bon, alors tout le monde dit attention, qu'est-ce que font les scientifiques? On fait de la folie, c'est là qu'on fait une brebis à deux têtes, etc. Puis après, paf, on commence à faire des applications industrielles, et ça c'est la culture du soja, etc. Puis maintenant, on est en train de réguler. Mais quand une régulation se met en place, déjà les choses sont établies. Et ça ne peut pas, alors, ça ne peut pas. Ça peut être mieux, c'est-à-dire on pourrait anticiper beaucoup plus, c'est ce que j'ai marqué en bas, agir le plus en amont possible, avec de la responsabilité et de l'intelligence, mais on ne pourra jamais réguler avant que les choses se soient déployées, c'est pas possible. Et au moment où il y a l'invention en verre, vous ne savez pas quels usages seront faits. On dit souvent, Einstein n'avait jamais imaginé que ces découvertes serviraient à faire la bombe atomique sur le Japon. Jamais. Et c'est comme ça. Quand j'ai entendu une fois Michel Serres, c'est le philosophe, qui disait que quand il était étudiant, tout le monde pensait que l'informatique conduirait à faire des robots. Ce sera peut-être le cas demain. Mais en fait, ça a conduit à faire ça, des micro-ordinateurs. Jamais personne n'avait pensé. Donc vous voyez bien que les applications, voilà une, les applications vont être très différentes de ce qu'on avait prévu au début, dont la régulation vient trop tard. C'est pour ça que j'ai marqué la cavalerie arrive toujours trop tard, il faut accepter ça. Donc ça demande plus de responsabilité. Alors comment on peut faire pour réduire le risque ? Il faut sans doute une régulation qui soit plus efficace et plus lucide. Alors, ce que j'ai marqué en haut, c'est les fausses régulations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on prend une mesure. Retenez ça, par exemple. Les anglo-saxons ont décidé, et ça concerne tout le monde, toutes les grandes entreprises, qu'on comptabiliserait au bilan les actifs et les passifs selon leur valeur de marché. C'est devenu la Bible. Plus personne ne peut discuter ça. Si ici, il y avait un représentant des cabinets experts comptables, il dirait, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est très très bien. C'est très très bien, sauf que c'est une ânerie monumentale. Pourquoi ? Parce que ça part de l'idée que les marchés sont complètement efficients, c'est-à-dire que les marchés vous donnent la vraie valeur de quelque chose à un moment donné. Or, c'est faux. Vous l'avez dit, et je suis d'accord avec ça, les marchés n'ont pas cette efficacité. D'ailleurs, vous le voyez bien. Ils n'arrêtent pas de bouger. Un jour ils sont contents, un jour ils ne sont pas contents, etc. Selon le 31 décembre, les valeurs au 31 décembre vont déterminer les résultats de toutes les entreprises dans le monde à cause de cette règle idiote. Et dans les banques, vous avez quelque chose d'encore plus paradoxal, mais c'est d'une idiotie. C'est-à-dire, vous émettez de la dette quand vous êtes banquier. Et vous êtes très mal vu par les marchés. Ça nous est arrivé à nous, quand il y a eu le début de l'affaire grecque. On s'est retrouvé avec une surpondération de notre risque qui fait que quand les autres empruntaient à 3, nous on empruntait à 6. Bon. Donc quand on émet, on est obligé de payer 6. Donc on émet des obligations à 6. Et puis tout à coup, on rassure tout le monde. On décide de vendre la Grèce, c'est fini. D'un seul coup, le Crédit Agricole est redescendu au même prix que les autres banques, et même mieux que certaines. Donc de 6, on repasse à 3. Eh bien, vous le croyez si vous voulez, ça nous coûte en ce moment 700 millions d'euros de pertes. Pourquoi ? Parce que notre dette vaut d'un seul coup 3% de moins. Alors qu'on va mieux. Bon, je ne veux pas rentrer plus dans le détail. Si vous secouez un peu les gens et vous leur dites ce qu'ils viennent de dire là, c'est vrai ou c'est faux, vous diront c'est vrai, mais cassez pas les pieds. Pourquoi ? Parce que c'est les Américains. Donc aujourd'hui, l'Europe, tant qu'elle n'aura pas une monnaie forte, tant qu'elle ne sera pas plus crédible sur les marchés, elle est obligée de suivre la loi américaine. C'est eux qui fixent les règles. Elles sont idiotes et on les suit. Je vais aller un petit peu plus loin, quitte à être taxé d'anti-américaniste, ce qui n'est pas celui-là, oui. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la régulation bancaire elle-même ne suffit absolument pas. Donc c'est évident que par exemple, la régulation bancaire, elle ne va pas empêcher que les États se surendettent, elle ne va pas empêcher qu'il y ait des déséquilibres entre la Chine et les États-Unis, elle ne va pas empêcher tout ça. Ce n'est pas par la banque qu'on peut tout régler. Donc les gens s'imaginent maintenant que si on met les financiers ou pas, j'ai encore entendu à la radio aujourd'hui, au lieu de s'occuper que l'Église donne du logement aux sans-logis, on n'a qu'à s'occuper de la banque. Quelqu'un qui est de sensibilité de droite, pas de gauche, qui dit ça. C'est devenu tellement... Enfin, arrêtons. Le Conseil des ministres la semaine prochaine va décider la séparation des activités, vous savez, de marché avec des activités de clients, tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que ce n'est pas comme ça qu'on va régler tous les problèmes. Ce n'est pas ça qui va faire, par exemple, que le budget français va être équilibré, ce qui est quand même un problème majeur, voilà, dont les banques souffrent d'ailleurs. Bon. Donc, en attendant, on va dire, regardez, c'est ça qui est grave. Donc il faut en finir avec cette illusion du tout marché au niveau mondial, vous l'avez suffisamment dit, et se rappeler quand même que la finance est bien entendu beaucoup plus exposée que tous les autres secteurs d'activité, du fait qu'elle est quand même pionnière dans
c'est elle qui subit en premier, avant les autres secteurs d'activité, on le voit par exemple des déséquilibres publics. Alors, hop, je passe là et je dis la régulation, elle a des excès qui sont graves et qui pour les banques sont graves. Donc je ne vais pas vous recommander tout, on a BAL 3 là. Alors BAL 3 au passage, c'est en fait imposé par les États-Unis. Alors ce qui est très amusant, vous l'avez entendu, c'est que les banques américaines ont finalement décidé de repousser la mise en place de ces règles de 3 ans. Et aussitôt, vous avez la Commission européenne qui a dit mais nous on ne repousse pas, hein, parce qu'il faut faire plus blanc que blanc. Donc nous on ne repousse pas, mais en plus, les banques américaines qui exercent chez nous, enfin, vous voyez ce que c'est, vont être obligées d'appliquer les mêmes règles. En Europe. Mais bon sang, mais pourquoi les Européens veulent faire de la surenchère sur des règles qui déjà, qu'est-ce qu'elles font ces règles? Ces règles par rapport à ce qui existait avant, il faut bien comprendre quand même d'où elles viennent. C'est que les États ont eu une frousse bleue avec les Lehman Brothers. Et ils ont évité une crise. Vraiment, on est passé à côté d'une crise internationale absolument majeure avec l'effondrement de la moitié des banques. On est passé pas loin. Ils le savent. Les gouvernements ont bien réagi. Le gouvernement français a très bien réagi à ce moment. Vraiment. C'est-à-dire on a pris tout de suite des mesures pour renforcer la confiance, etc. Mais ils ont eu très peur et ils ont dit ça on ne veut plus. Hein, passer des nuits blanches comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors on a dit aux banques, vous avez des risques, on va considérer maintenant qu'ils pèsent dans le calcul de vos ratios de sécurité. Il faut les faire peser 2 fois plus. Il y a des risques qui ne comptaient pas, maintenant on va les mettre dedans. Ils ont dit, ce qui sont vos fonds propres, vous savez que dans la banque, il faut un certain niveau de fonds propres par rapport aux risques. Donc, première chose qu'ils ont fait, ils alourdissent les risques. Et deuxièmement, ils disent les fonds propres, il y a plein de choses, vous croyez que c'était les fonds propres, ça n'allait plus. Donc on réduit les fonds propres. Et puis le ratio, on demande qu'il soit plus élevé. Mais ça vous met une pression colossale. À un moment où l'activité économique ne va pas bien, d'un seul coup, quand vous dites aux banques, votre ratio fonds propres, fonds propres sur crédit, doit passer de 8 à 12, ça veut dire que les banques sont obligées de moins prêter. Elles n'ont pas le choix. Sinon, elles ne respectent pas le ratio et elles sont hors la loi. Voilà, c'est pour ça que les Américains ont dit donnez-nous 3 ans de plus. Non, les Européens, non. Hein. Voilà. Donc, on empêche les banques de prêter. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont toutes dépêchées de vendre des actifs, de vendre des crédits, de réduire leur activité, notamment sur les grands marchés internationaux, pas sur le territoire ici, hein, où on a un ratio qui va très bien, donc on n'est pas touché, mais je parle surtout des grandes banques de financement et d'investissement. Vous avez des règles sur la liquidité. Les banquiers ont toujours vécu en ayant une ressource qui est plutôt sur une durée courte, c'est les dépôts à vue, c'est l'épargne, et ils la reprêtent long, à 15 ans. En gros, on emprunte à 6 ans, on prête à 15 ans, on emprunte à 5 ans, on prête à 12 ans, vous voyez. Et c'est d'ailleurs comme ça que les banquiers gagnent leur vie. C'est la première ressource des banques, ça. Pourquoi? Parce que les taux à 12 ans sont en général plus élevés que les taux à 5 ans. Alors évidemment, vous prenez un risque. Parce qu'on vous dit, voilà, dans 5 ans, est-ce que vous retrouverez les capitaux? Jusqu'à maintenant, ça ne posait de problème à personne. Mais maintenant qu'il y a eu les crises de liquidité et que d'un seul coup les banques ont eu du mal à se refinancer, on dit attendez, c'est grave. Donc maintenant, si vous prêtez sur 12 ans, vous êtes prié d'avoir de la ressource sur 12 ans. Et comme les épargnants ne donnent pas beaucoup de collecte sur 12 ans, il faut aller la chercher sur le marché. Autrement dit, on remplace l'activité d'intermédiation de terrain, comme elle était très développée en Europe, par une activité plutôt de marché, comme elle est très développée aux États-Unis. États-Unis qui, jusqu'à la preuve du contraire, ont quand même connu plus de malheurs dans le fonctionnement de leur banque que nous. Alors on en arrive à ça, ce ne sont pas des chiffres que j'ai inventés, hein. C'est les données officielles, c'est très intéressant, c'est-à-dire en haut à gauche, vous avez la situation aux États-Unis, et vous avez les encours des crédits aux entreprises qui sont en gras, et les encours d'obligations des entreprises qui sont en gris. Et vous voyez qu'aux États-Unis, plus ça va, plus les entreprises se refinancent directement sur les marchés. Et que les financements de marché sont largement au-dessus des financements bancaires. Ça veut dire que l'intermédiation de la banque prend de moins en moins d'importance. Et en bas, vous avez l'Europe. En Europe, on a des systèmes très intermédiaires. C'est-à-dire, ce sont les banques qui collectent de l'épargne et qui la reprêtent aux entreprises. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec un modèle qui va être tiré du modèle en bas à gauche vers le modèle en haut à gauche à cause de cette régulation. C'est-à-dire, on nous pousse vers le modèle américain. Mais c'est normal, c'est eux qui font les règles. Voilà. À droite, par exemple, en haut, vous avez les crédits aux entreprises et les crédits aux ménages. Vous voyez que les banques prêtent beaucoup aux ménages. Et vous voyez d'ailleurs la montée colossale, c'est quand elles se sont mises à prêter à l'immobilier, la crise des subprimes, on voit. Et en bas, les entreprises.
les banques américaines font, pour ainsi dire, plus que du prêt aux particuliers, parce que les prêts aux entreprises, elles n'ont pas les moyens de les faire. Et bien nous, on était dans une situation, vous voyez, où les prêts aux entreprises étaient au même niveau à peu près que les prêts aux particuliers. Alors tout ça, vous allez me dire, ouais, mais peut-être leur modèle est meilleur que les autres. Bon, encore un chiffre officiel, mais là vous avez à gauche enfoncé les risques américains et en gris les risques européens. Moi, on ne m'a jamais démontré que le modèle américain était meilleur que le modèle européen. Mais ça passe. Ça passe et ça passera. Et on va vous le réexpliquer à la télévision. Pourquoi? Parce que comme les banquiers sont mauvais et ont fauté, c'est normal qu'ils en prennent plein la figure. Même si finalement, le modèle de la Banque européenne était plus solide. De toute façon, on va vers le modèle américain. On essaie de brailler pour dire c'est une ânerie, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis la régulation, attention. On dit aux gens il faut de la régulation, il faut de la régulation. Et les autres disent on arrive. Mais ils arrivent peut-être pas avec la bonne régulation. Et puis, il y a ce qui est marqué, c'est peut-être pas très lisible, excusez-moi, il y a le shadow banking. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu parler, bien sûr. C'est que plus vous forcez, plus vous obligez les banques à réduire leur activité, plus il y a d'autres acteurs qui, eux, la développent. Et qui vont se mettre, eux, à financer les entreprises. Alors, les gens, il y en a ici. Hein. Il y a des entreprises, même de la région, ici, qui se sont fait financer par des fonds d'investissement. Ça ne passe plus par les banques. C'est beaucoup moins rassurant puisque ce n'est pas des professionnels du métier. Mais c'est beaucoup plus rassurant pour les États. Pourquoi? Parce que s'ils se cassent la gueule, les États n'ont pas à intervenir. Ils ne gèrent pas les dépôts des clients, vous comprenez? Donc on s'en fout là. Là on ne prend pas de risque. Et donc on est en train de développer dans le monde entier 67 000 milliards. Ils prêtent plus que les banques aujourd'hui, ces gens-là. Personne ne les régule. Et ça se développe. Voilà les effets d'une régulation. Donc je pense qu'elle n'est pas très bonne. Bon, j'arrête là parce que... après, bon. Alors... Je voulais juste vous dire en conclusion, parce que je vais passer trop de temps, la seconde partie, c'est comment on fait pour gérer les risques finalement avec beaucoup plus de bon sens. Alors ici, j'ai marqué un certain nombre de choses que j'avais présentées aux responsables des risques de tout le groupe du Crédit Agricole juste après les subprimes. Alors je leur avais dit, c'est formidable parce que votre métier n'existait pas. Alors il y a un amphithéâtre, ils étaient 250. Hein. J'ai dit, c'est formidable parce que votre métier n'existait pas il y a 15 ans. Et c'est extraordinaire de voir comment il s'est développé depuis 8 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir combien on a eu de crise depuis 8 ans. C'est-à-dire que plus on renforce le contrôle, plus on met du monde, finalement, plus le système est instable. C'est un constat, ça les a fait un peu rire, Jaune a mis un peu rire. Et en fait, c'est pas surprenant, puisqu'ils sont en train d'appliquer la régulation, donc de regarder les risques d'hier, donc ils ne voient pas les risques qui viennent. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux anticiper les risques de façon très pragmatique? Vous avez une première chose, dès que vous avez une activité qui progresse de plus de 20%, il faut l'arrêter. J'ai travaillé avec un certain Philippe Jaffré, qui est mort aujourd'hui, qui a été aussi patron de Total ensuite, mais qui a été un temps directeur général du Crédit Agricole. Et alors un jour, j'étais à l'inspection, c'était dans les années 87, 88, il a arrêté brutalement les financements d'avions. Tout le monde a dit, il est fou, c'est ce qui se développe le plus vite. Et alors, il a dit, oui, mais on fait plus de 20% dans l'activité, donc on arrête. Tout le monde a dit, cet homme est fou. 2 ans après, il y avait tous les avions, vous vous rappelez, dans les déserts du Texas, qui étaient... on a eu une crise... alors ça m'a marqué, ça. Il n'avait pas de qualité, Geoffrey, et là, il avait vu juste. Et donc, dans le fond, il a raison. Si ça devient trop facile, si vous avez une activité qui va trop vite, c'est qu'il y a un loup. Il y a un problème quelque part. Donc, il vaut mieux se dire, je regarde de près. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez des choses compliquées, comme par exemple les subprimes. Eh bien, vous prenez un inspecteur et vous dites, voilà, tu as 2 jours, et puis dans 2 jours, tu viens et tu m'expliques comment ça marche. Si en 2 jours, il n'est pas capable d'expliquer correctement comment ça marche, vous dites, on arrête l'activité. Je vous assure que si on avait appliqué ça, on serait passé à côté de beaucoup de risques. Le nombre de choses que les gens ne maîtrisent pas, mais ils le font parce qu'ils pensent que ça leur paraît bien. Donc il faut leur dire, expliquez-moi là, ce que vous faites, comment ça marche, etc. Si on avait fait expliquer comment étaient originés les crédits immobiliers aux États-Unis, je vous assure qu'on aurait vu qu'il y avait un problème. Mais comme on ne l'a jamais fait, personne n'a regardé. Bon, troisièmement, toute activité qui suscite des polémiques à la machine à café, surveillance immédiate. Et ça, je vous assure aussi, c'est fondamental. Parce que quand même, quand vous avez un début de risque, vous avez quand même quelques personnes qui le sentent. Ça s'appelle le flair. Et alors ils commencent à en parler. Et ils disent, Pierre, ce truc-là, ça m'inquiète quand même un peu. Je vois pas trop ceci, cela. Aussitôt, hop, très important. On va prendre le temps d'en parler, expliquez-moi ça, etc. Voilà. Quand il y a eu les subprimes, il y a eu dans toutes les banques des gens qui ont dit, on va au mur. Mais comme ce n'était pas la majorité, que ce n'était pas les patrons, on a continué.
Voilà, il faut se le rappeler aussi. Donc il faut recevoir ces signaux faibles. Sur le web aussi, il faut analyser et se rappeler que les arbres ne vont pas au ciel. Voilà. Je pense que c'est des mesures comme ça. Vous voyez, je suis très 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 loin des modèles mathématiques ou des grilles de quoi. Il faut revenir à des choses extrêmement simples, dans ce domaine comme dans les autres. Il ne faut pas faire compliqué. Alors une finance responsable, ça peut être quoi? Ça peut être ça. Ça peut être une banque qui fait de la pédagogie. Parce que plus les gens, le public, tout le monde comprendra comment ça marche, bien, plus on se mettra à l'écart des risques. Plus on reste avec des choses qui sont opaques et en boîte noire, plus on prend des risques. C'est vrai dans la banque, c'est vrai ailleurs. Et donc on a besoin, alors ça c'est un vrai besoin en France, on a vraiment besoin de réexpliquer les finances. Le nombre de fois où j'ai entendu mon argent, il sert sur les marchés internationaux, enfin, attendez, tout l'argent qui est collecté par les banques de détail, donc nous, ils vont entièrement au crédit, évidemment, sur le territoire. Mais il n'y a pas un sou qui est spéculé où que ce soit. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que si les mêmes établissements font deux activités, une de banque de détail et une autre où ils empruntent des capitaux pour spéculer, là, évidemment, on peut faire prendre des risques au système et au fonds propre de l'établissement. Mais c'est un problème tout à fait différent. On ne joue pas avec l'argent des clients. Toutes les banques avec des emprunts, bon, parfois on me dit, voilà, telle banque, ils ne sont pas sur les marchés financiers. Bon. Je vais la nommer quand même, puisqu'on la nomme souvent, mais que tout le monde l'aime bien, c'est le Crédit Coopératif, c'est formidable. Eux, ils n'ont pas de banque d'investissement, le Crédit Coopératif. Donc, ils sont très purs. C'est un peu comme si vous me disiez, par exemple, tel transformateur tel métallurgiste, lui, il est très bien parce qu'il n'a pas d'eau au fourneau. Ben oui, alors il vient où le métal? Ben, je vous le dis, ils viennent des banques de financement et d'investissement. Donc, évidemment, ils se servent auprès des mêmes établissements. Donc comment, il faut quand même que les gens le comprennent. Ça n'existe pas une banque qui ne va pas sur les marchés. Ça n'existe pas une banque qui n'emprunte pas. Toutes les banques prêtent et empruntent et toutes utilisent les marchés. Donc elles sont toutes dessus. Bon, donc ça aussi, il faudrait l'expliquer. Voilà. La deuxième chose que j'ai mise, c'est la transparence et la loyauté, le sens du service. Voilà sans doute aussi, ça c'est, écoutez, toute cette page, c'est pour dire une chose très simple, c'est-à-dire que la banque, elle est faite pour financer l'économie, qu'il faut le dire, le répéter, ne s'occuper que de ça. Et chaque fois que ça devient un petit peu compliqué, ben, il faut dire, j'y mets pas les pieds. Donc j'ai des collègues ici, ils savent que par exemple, j'ai dit plusieurs fois qu'on ne vend pas un produit qu'on ne comprend pas. On ne vend pas un produit qu'on ne comprend pas. Voilà. Mais je vous assure, ça me fait sauter quelques heures. Hein, vous savez, les produits... non. Voilà, si on ne comprend pas, on ne vend pas. Si on n'en comprend aucun, on se les fait expliquer. Voilà. Mais oui, mais c'est très simple ça. Je ne vais pas. Je suis précis dans les contrats, je regarde tout nouveau produit pour vérifier qu'il est conforme, etc. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont basiques. C'est je suis loyal, j'ai le sens du service, je m'occupe du territoire. Voilà. Alors, voilà. Je voulais juste dire que par rapport au territoire, je vous ai dit au début, moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et je pense que l'économie va devenir beaucoup plus territoriale, je pense qu'il faut beaucoup plus de coopération territoriale, je pense que c'est le sens de l'histoire, je pense que les sociétés très centralisées, c'est fini. J'ai assisté aussi à une autre conférence à l'Estia où il y avait, comment il s'appelle déjà, l'extraordinaire... oui. Oui, Rifkin, qui a expliqué ça très clairement, en disant du moment que tout le monde commence à produire son énergie là où il veut et que la communication peut venir de tout le monde n'importe où, il n'y a plus de raison d'avoir un système centralisé d'énergie et de communication. Mais si vous n'avez plus de système d'énergie et de communication centralisé, à ce moment-là, l'économie n'est plus la même. Et par exemple, dès que je suis dans des zones, et c'est le cas d'ailleurs pas très loin ici au nord, où vous pouvez produire beaucoup d'énergie, d'un seul coup, vous pouvez attirer beaucoup d'industries. Alors qu'elles n'y sont pas aujourd'hui, parce que l'énergie se rapproche, et demain, quand on sera près des sources d'énergie, on la paiera moins cher que quand on est loin. C'est ça l'évolution du monde. Donc c'est vrai, le territorial a de l'avenir, et en plus comme l'État a peu de moyens, il est évident que les territoires ont besoin de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc la banque et la finance, je suis d'accord, là aussi, pour dire elle doit être au service des territoires. D'abord, avant tout, j'ai donné quelques exemples ici, il faut qu'elle soit, cette banque des territoires, en tout cas pour nous, c'est vraiment notre obsession. Alors j'avais dit que je ne parlerai pas du Crédit Agricole, mais quand même je vais en dire deux mots sur ce qu'on fait, non, parce que sinon on ne peut pas visualiser. Oui, donc, par exemple, on a créé le livret sociétaire. Et qu'est-ce que c'est que le livret sociétaire? C'est un livret dont tous les fonds servent à financer les entreprises, en priorité celles de moins de 5 ans.
On a collecté en 18 mois 290 millions. Ça vous prouve que les gens, quand on leur dit votre argent, on l'utilise pour les entreprises, ils comprennent très vite que ça servira à créer des emplois pour leurs enfants, pour leurs familles, et que c'est bon pour l'économie. On est sur une banque qui est proche du terrain, pragmatique et tout. Et en plus, on aide des associations avec une monnaie complémentaire, puisque il y a quand même une banque qui a créé une monnaie complémentaire et qui croit à l'utilité des monnaies complémentaires, c'est nous. Voilà, et ça, on est en train en ce moment d'essayer de la propager sur l'ensemble de la France et on va sans doute y arriver. Donc si j'aide les entreprises ici, qui créent des emplois, et j'aide des associations d'ici, je suis en renforcement du territoire. Vous voyez, donc on est en plein dans cette logique-là. Et puis la deuxième chose, c'est l'ETICOP. Donc il y a Xavier Exeders qui est là, qui a le responsable. Ça me fait plaisir de le voir là. Et alors, ça c'est une initiative qui consiste à dire, c'est peut-être ce qui est marqué en rouge qui est le plus important. On s'est inspiré un peu du modèle qu'il y a de l'autre côté des Pyrénées à Mondragone, qui peut-être aujourd'hui est un peu moins efficace, mais en tout cas pendant 20 ans a été d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que si vous avez une banque qui est capable de financer les projets, et si vous avez surtout des outils de formation qui permettent de susciter des porteurs de projets et des créations d'activités, alors vous pouvez créer des activités. C'est comme ça qu'ils ont créé leur coopérative. Et nous, on dit, il y a certainement possibilité de créer davantage d'entreprises, notamment à valeur coopérative sur le territoire. Alors on commence à lancer des formations d'entreprises dans les quartiers sensibles des villes. Vous voyez un certain nombre de domaines sur lesquels on axera nos formations, mais l'idée c'est de dire la banque elle s'occupe non seulement du territoire, non seulement de prêter, mais en plus elle doit être acteur évidemment dans l'économie. Voilà, donc je suis très loin de la finance internationale, de ces grandes crises qui font beaucoup de mal, mais comme je l'ai redit au début, oui le territoire, oui la proximité, oui, mais ne renonçons pas à avoir un système monétaire international qui fonctionne. C'est possible. Franchement, elle s'inscrit au rayon démagogie. Mais non, attendez, vous allez me dire, bon, non, mais non, je trouve pas, attendez, je ne fais pas partie des... je ne suis pas sur le registre, ceux qui me connaissent, de dire tout va mal dans tel cas ou tel cas, c'est pas mon truc, hein, vraiment. Mais là, sur ce sujet-là, analysons un petit peu. Comment on a créé cette banque? On a créé cette banque en faisant fusionner des organismes qui existaient déjà. C'est-à-dire le Fonds de soutien à l'industrie et OSEO. Bon. Deuxièmement, on fait croire aux gens qu'une banque publique sera plus efficace qu'une autre banque. Pourquoi on le fait? Pour dire s'il y a des problèmes d'argent dans ce pays, c'est parce que les banquiers ne font pas leur boulot. Donc l'État dit, moi je vais le faire. Expliquez-moi quand les banques d'État ont montré qu'elles étaient efficaces. Enfin, c'est le Crédit Lyonnais quand même. Attendez, c'est Dexia quand même. Voilà les banques publiques. Mais c'est pas la peine de... C'est pour ça que je vous disais, il y a un problème d'information et de communication avec les gens. Regardez. Vous voyez bien que quand l'État s'occupe d'une banque qui ne fait pas son boulot, parce que évidemment, lui, il ne va pas dire je m'engage pour 15 ans avec quelqu'un, les politiques sont rarement là pour 15 ans, vous l'avez remarqué. Voilà. Et par contre, il a besoin de satisfaire à court terme. S'il y a des gens qui raisonnent à court terme, excusez-moi, il y en a peut-être ici, c'est pas, ils ont beaucoup de qualités à côté de ça, je les admire, j'aurais jamais pu le faire comme métier. Mais en fait, c'est quand même les politiques. Leur horizon de vue, c'est pas les 15 ans, leur horizon de vue, c'est la prochaine élection quand même. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas avoir une banque efficace gérée par des politiques. Ça n'est pas possible. Donc, tout le monde prie en disant, pourvu qu'elle fasse beaucoup de bruit, pourvu qu'elle reste dans tous les gradins pour dire que c'est formidable, et surtout qu'elle intervienne peu. Alors, ceci dit, nous, on travaille avec OSEO. Hein. Donc, on va travailler à cette banque publique, parce qu'on a toujours travaillé avec OSEO pour la garantie de nos crédits. On va continuer. Donc là, elle aura une efficacité. Voilà. Parce que justement, là, OSEO avait une partie importante dans ce dispositif, et il continue et est partie intégrante de cette banque. Donc, est-ce que les mêmes missions vont être conservées Je pense que ça marche bien, OSEO. Hein. Donc, pourquoi? Parce que OSEO intervient en appui des réseaux bancaires pour apporter des garanties supplémentaires. Bon, donc, l'approche de risque est vraiment professionnelle. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on retombe dans les vieux démons. Il y a des trucs qui ne sont pas finançables, qui ne tiennent pas la route, mais les politiques poussent en disant qu'il faut quand même y aller. Quoi. Et ça, c'est très très mauvais pour le système bancaire.
Enfin, le président a dit clairement qu'il ne voulait pas faire ça, mais vous avez vu, il s'est fait ramasser. Il a dit on n'est pas là pour les canards boiteux. Et il a été rapidement attaqué par les médias. Et pourtant, il a raison. Il a raison. Puisqu'on parle d'Oseo et de la gestion des risques, c'est les contre-garantisseurs. Il se trouve que dans les débuts d'Oseo, pour la partie capital risque, il contre-garantissait systématiquement, on va résumer, 50% des risques. Et donc, les capitaux risqueurs avaient tendance à prendre 2 fois plus de risques, puisque c'était que la moitié de leur argent à chaque fois. Et donc, ils ont inventé, on appelle ça en anglais, le stop loss. C'est-à-dire, arrêtons les conneries, pour faire simple, arrêtons les pertes. Et donc, on va bien voir si demain il y a un peu de laxisme, si ce stop loss est enlevé, ça veut dire qu'on laissera filer les choses. Donc pour l'instant, Erico évidemment est largement dans le stop loss, on ne sait même pas que ça existe, ça ne nous gêne pas, mais il y a plein de sociétés capital risque qui sont en butée. Donc ça veut dire dont les pertes sont nécessairement limitées, les remboursements sur les pertes seront nécessairement limités. Voilà, donc il y a là aussi, pour notre métier, il y a des régulations qui existent déjà.